La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. Nous vivons une époque fascinante de l'histoire de la connaissance. D'un côté, les êtres humains sont capables d'observer ce qui s'est passé depuis les premiers instants de l'univers et ils sont capables de se situer eux-mêmes dans toute cette immensité. Et d'un autre côté, en même temps qu'ils regardent vers leur lointain passé, les humains deviennent capables d'observer à l'intérieur d'eux-mêmes pour découvrir et essayer de comprendre ce cerveau si complexe qui est à la base de tout leur fonctionnement, toutes leurs études, toutes leurs observations, toutes leurs théories, toutes leurs émotions, toute leur vie et toute leur évolution. La manière dont le cerveau humain évolue par apprentissage en fonction des situations auxquelles il est confronté est une question extrêmement complexe. La manière dont l'information reçue au cours du temps s'engrange dans ce qu'on appelle la mémoire paraît a priori bien mystérieuse. Alors qu'est-ce que la mémoire ? J'ai avec moi aujourd'hui pour parler de tout cela Lionel Dahan, qui est maître de conférences à l'Université de Toulouse et chercheur au CRCA, le Centre de recherche en cognition animale. Bonjour Lionel. Bonjour Sylvie. Lionel Dahan est spécialisé dans l'étude de la plasticité synaptique induite par l'apprentissage. Nous avons déjà parlé dans une autre émission de la plasticité cérébrale. La plasticité, c'est la capacité d'un système à évoluer en fonction des sollicitations extérieures. Quant aux synapses, ce sont les liens entre différents neurones. Lionel Dahan travaille sur la question de la mémoire, la manière dont le stockage d'informations se produit dans le cerveau, le rôle de l'électricité et de certaines molécules dans ce contexte, en particulier la dopamine. Tout cela est évidemment très compliqué. Je vais donc commencer par poser une question simple à Lionel. Peux-tu nous expliquer ce qui est important dans le cerveau pour comprendre les phénomènes de mémoire et d'apprentissage ? Merci pour cette jolie introduction. Effectivement, si on parle de mémoire, on est obligé de parler de neurones parce que, bien évidemment, le support de la mémoire, c'est l'activité du cerveau. Mais avant de rentrer dans les questions de comment fonctionnent les neurones et comment fonctionnent les modifications des connexions entre ces neurones qui sous-tendent la mémoire, évidemment, il faut redéfinir un peu ce que c'est que la mémoire. Et en biologie, on définit la mémoire comme la modification de la réaction d'un organisme à un même stimulus, à une même circonstance dans l'environnement. Donc c'est une définition qui est très très large et qui nous permet d'étudier la mémoire non seulement chez l'humain, mais aussi chez les animaux et même chez les bactéries ou chez les êtres unicellulaires. Une collègue, Audrey Dussutour, qui dit ça chez Le Blob et c'est passionnant. Je connais le blog, c'est un être unicellulaire qui peut devenir énorme et qui a presque une intelligence en fait. Une intelligence, c'est quelque chose qu'on peut discuter et effectivement, c'est le sujet de recherche d'Audrey. Mais en tout cas, des capacités de mémoire, ça c'est sûr. C'est sûr parce que justement, c'est un organisme qui est capable, en fonction de ce qu'il vit, en fonction de ses expériences, de modifier son fonctionnement de façon à pouvoir changer son comportement en fonction de ce qu'il a vécu dans le passé. Donc ça, c'est la définition générale. Et quand on s'intéresse à la mémoire chez les mammifères, comme c'est mon cas, notre comportement, il est régi par l'activité du système nerveux central. Donc on a des neurones qui vont détecter les stimuli, qui vont détecter ce qui se passe dans notre environnement. Et puis on a des neurones qui vont provoquer nos actions, nos muscles, qui vont activer nos muscles, qui vont provoquer notre comportement. Et entre les deux, on a notre système nerveux central. Est-ce que le système nerveux central, ça veut dire quoi exactement ? Quand je dis système nerveux central, j'entends le cerveau et la moelle épinière, donc l'ensemble de notre système nerveux finalement. D'accord. Par opposition au système nerveux périphérique, qui va réguler notre pression artérielle, notre fréquence respiratoire. Donc évidemment, pour pouvoir modifier notre comportement, il faut modifier les connexions au niveau de notre cerveau. On ne peut pas fabriquer des nouveaux neurones, ou très rarement, un certain nombre de zones très limitées. Et donc pour pouvoir modifier les connexions dans notre cerveau, il faut modifier les connexions entre ces neurones. Et ces connexions entre les neurones s'appellent les synapses. Les neurones, ce sont des cellules, et donc chaque cellule est délimitée par une membrane. Et entre deux neurones, pour que l'information passe d'un neurone à un autre, pour que ces deux neurones discutent ensemble, il faut qu'il y ait une libération d'un neurotransmetteur qui vient se fixer sur un récepteur du deuxième neurone. Et un neurotransmetteur, en fait, c'est une molécule. Voilà, c'est une molécule. Alors, il y a différents types de molécules. Ça permet d'avoir différents types de messages. Et
Dans les zones qui vont nous intéresser, le principal neurotransmetteur, c'est le glutamate. Moi, je trouve quand même passionnant de penser que les neurones, c'est des cellules et que ça communique avec d'autres par des molécules particulières. C'est quand même assez fascinant, ça. Oui, et c'est des choses qui ont été découvertes au début du XXe siècle. Ça a été une révolution dans la façon dont on avait de penser la biologie. Mais maintenant, c'est des choses qui sont très étudiées. On a toute une série de neurotransmetteurs qui ont été identifiés. Il y en a une variété pas infinie, mais assez conséquente. Et ces neurotransmetteurs, ils vont permettre à un premier neurone de pouvoir transmettre un message au deuxième neurone. Et ce qui est important, c'est que ces connexions, elles peuvent changer. Elles peuvent s'agrandir, elles peuvent se réduire. Mais même sans changer d'un point de vue structural, elles peuvent être plus ou moins efficaces, parce qu'il suffit que le premier neurone libère plus de neurotransmetteurs pour que le deuxième neurone l'entende plus fort. Donc là, on parle de connexion d'un neurone à un autre neurone. Ça veut dire qu'il y a un neurone qui a une information que l'autre neurone n'a pas. Il y a des neurones qui reçoivent une information et qui doivent la transmettre à d'autres neurones. J'aimerais bien comprendre un peu mieux là. C'est l'activité d'ensemble de neurones, tous ensemble, qui vont créer véritablement le message. Ce que va faire un neurone, c'est envoyer ou non un potentiel d'action, une information de là j'étais actif ou pas actif. Et ce potentiel d'action, il dure 1 à 2 millisecondes. Donc c'est très bref. Il faut imaginer ça un peu comme du morse, comme des bips qui arriveraient à des fréquences différentes. Le message qui est transmis, c'est vraiment je suis actif ou je ne suis pas actif, qui va se transformer en message chimique, qui du coup va pouvoir activer, d'un point de vue électrique, le neurone postsynaptique, le deuxième neurone, qui lui-même va du coup, en fonction du nombre d'entrées qui disent active-toi ou du nombre d'entrées qui disent inhibe-toi, va à ce moment-là déclencher ou non un potentiel d'action. Ce qui est important, c'est qui influe sur qui. C'est quel neurone va avoir du poids sur quel neurone. Et il ne faudrait surtout pas que tous les poids synaptiques, que toutes les forces d'interaction entre les neurones soient trop hautes, parce que si tous les neurones se mettent à activer tous les neurones, bah, ça va être l'anarchie, ça va être très compliqué, et c'est ce qu'on appelle une crise d'épilepsie en fait. Ah, c'est une crise d'épilepsie, donc, c'est une trop grande activation des neurones en même temps? Alors, une crise d'épilepsie, c'est quand des neurones viennent s'activer les uns les autres sans assez de régulation, et qui se mettent à crier les uns sur les autres, et que du coup, l'ensemble de l'activité cérébrale s'embrase de façon incontrôlée. Donc c'est un brouhaha, et ça provoque évidemment pas du message, mais ça provoque le chaos, et le chaos, c'est le contraire d'un message. Mais c'est intéressant que tu m'aies posé cette question comme ça, parce que justement l'épilepsie, ça a joué un rôle clé, de façon fortuite, dans les recherches sur la mémoire. Quand on parle de mémoire, on a différentes sortes de mémoire. On a ce qu'on appelle la mémoire procédurale, par exemple quand on apprend à faire du vélo, ou apprendre à écrire, ou juste apprendre à marcher, ou interagir avec ses semblables. Il y a la mémoire épisodique, qui est ce qu'on appelle habituellement la mémoire. Quand on dit au grand public la mémoire, souvent on se rappelle j'étais là, j'étais au bord de la mer avec mes enfants, la journée était belle, et voilà. Mais il y a aussi la mémoire sémantique, qui est ce qu'on sait du monde. Par exemple, je sais qu'au sud de la France, il y a la mer. Donc ça, c'est une mémoire sémantique. Je ne me rappelle pas forcément quand est-ce que je l'ai appris, ou quand est-ce que j'ai eu cette première notion-là. Mais c'est quelque chose que je sais. Donc ça reste une mémoire. Et en fait, ces différentes mémoires, elles sont sous-tendues, elles sont créées par des régions différentes dans notre cerveau. Il y a des réseaux de structures de notre cerveau qui sont interconnectés et qui vont, par leur activité, créer ces mémoires procédurales ou ces mémoires sémantiques, ces mémoires épisodiques. Donc moi j'ai entendu parler de l'hippocampe. C'est quoi l'hippocampe? Eh ben, l'hippocampe, justement, il est très important pour la mémoire épisodique. Et c'est là que l'épilepsie est très importante, parce qu'on a véritablement compris ça en étudiant un cas clinique célèbre qui est le patient HM, qui s'appelle en fait Henri Molaison. Donc quand on a des patients célèbres comme ça, on met juste leurs initiales. Mais le patient HM, dans les années 50, il souffrait d'une épilepsie qui était sévère. Et pour traiter cette épilepsie, donc, il a fallu aller enlever ce groupe de neurones qui était actif de façon anarchique, ce qu'on appelle le foyer épileptique. Et ce foyer épileptique, il en avait un dans chaque hippocampe. Excusez-moi, il y a 2 hippocampes? Alors, on en a un à gauche et un à droite. D'accord. Voilà. Le cerveau est fait de 2 hémisphères, et souvent, une structure qu'on trouve à droite, on la retrouve à gauche. Donc, lui, il avait le malheur d'avoir un foyer épileptique dans chacun de ses hippocampes.
À l'époque, on ne savait pas comment fonctionnait précisément l'hippocampe et à quoi il servait, etc. Mais on savait que pour ce patient-là, si on lui enlève pas l'hippocampe de chaque côté, il aurait des crises épileptiques qui l'empêcheraient tout simplement de vivre. Voilà. Voilà, donc c'était trop sévère pour qu'on le laisse avec ça. C'était résistant à tous les médicaments qu'on avait à l'époque. Le docteur Scoville l'a opéré et lui a enlevé l'hippocampe de chaque côté. Alors ça a très bien marché, il n'était plus du tout épileptique, mais ça a eu un inconvénient majeur. Il n'a plus pu encoder de nouvelles mémoires épisodiques. De nouvelles mémoires épisodiques, ça veut dire quoi ? Il n'a plus pu se rappeler de ce qui lui était arrivé dans la vie depuis cette journée en 1957. C'est-à-dire qu'il se souvenait de ce qu'il y avait avant ? Alors, il avait des souvenirs de ce qu'il y avait avant. Il a perdu un certain nombre de souvenirs qui étaient antérieurs, mais il a conservé certains souvenirs. Ce qui fait que, globalement, il vivait dans le passé. Tous les jours, il se réveillait et il était toujours en 1957, quoi. Donc ça, c'était assez dur pour lui. Et il a été suivi par deux psychologues, Madame Corkin et Brenda Milner. Et Brenda Milner, elle s'est occupée de lui pendant des dizaines d'années, pendant 40 ans, je crois. Et elle a pu étudier ses déficits cognitifs et notamment ses déficits de mémoire. Tous les matins, quand elle arrivait, elle était pour lui une nouvelle personne parce qu'il ne se rappelait évidemment pas qu'il l'avait vu la veille ou la semaine dernière, etc. Et ça, malgré les années qui passent. Alors, au fur et à mesure, il s'est installé une sorte de familiarité. Il avait l'impression de la connaître, mais il ne savait pas d'où. Mais surtout, elle a pu montrer, et c'est vraiment une des expériences qui a véritablement montré ce rôle de différentes régions dans différentes mémoires. Elle lui a fait faire toute une série de tests, dont le test de l'étoile. Alors le test de l'étoile, il est assez simple. On a une étoile qui est dessinée en pointillés. Il faut relier les points. Alors c'est facile, sauf qu'il y a une petite complexité. On cache la main, on cache la feuille et on voit ça dans un miroir. Donc il faut arriver à dessiner à l'envers. On a nos informations visuelles qui vont à l'encontre de nos informations motrices. Et donc en fait, c'est assez compliqué à faire au début, mais ça s'apprend assez vite. Ça s'apprend, mais du coup, ça s'apprend pas d'une façon épisodique, ça s'apprend d'une façon procédurale. Ça s'apprend comme on apprend à faire du vélo. Et en fait, Henri Molaison, après plusieurs semaines où il faisait ce test, plusieurs mois, années où il faisait ce test régulièrement, quand on lui demandait de faire le test de l'étoile, on lui demandait « Est-ce que vous avez déjà fait ce test de l'étoile ?» Il disait « Bah non, j'ai jamais vu ça. » Il n'a pas de mémoire épisodique. Par contre, quand on lui demandait de le faire, il voyait absolument pas où était la difficulté et il réussissait comme quelqu'un qui avait été entraîné des centaines de fois. C'est fou, donc il avait appris un autre type de mémoire. Il n'avait pas le souvenir d'avoir appris, il n'avait pas cette mémoire épisodique. Par contre, il avait la mémoire procédurale. Et cette mémoire procédurale, elle ne nécessite pas l'hippocampe, elle nécessite d'autres régions du cerveau, par exemple le striatum, qui n'est pas le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Écoute, je crois qu'on va être obligé d'arrêter là, mais on est tout à fait dans la mouvance d'apprendre plein de choses sur la mémoire et sur l'apprentissage. Merci beaucoup Lionel, à la semaine prochaine, au revoir. Au revoir.